Attention, vous écoutez un programme audioactif. Revs up, lights out on 2019. Great start from Miller on the second row, and it's a good start from Dovizioso also. Not so much for Marc Marquez. Quartararo finally exits pit lane. Oh dear me, what was he sitting up in the middle of the circuit for? What's happened? He's just thrown something off his bike. He's having a look. He zigs up Dovizioso. The crowd here go wild. 46 flags everywhere. He has made his move. Oh, Vignales and... Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle, l'épisode numéro 59 où on va parler du Grand Prix du Royaume-Uni qui s'est couru à Silverstone il y a maintenant un petit moment avec Steph et Pierre. Comment ça va, Pierre ? Écoute, ça va super, bien. Bien ? Ouais, bon, ce Grand Prix c'était pas mon préféré, du coup il restera pas dans ma mémoire, mais oui, c'était... Ouais, je me doute bien, ouais. C'était quand même pas mal de courses sympas. Ouais. Steph ? C'était génial ces qualifs MotoGP là, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi ces qualifs ? Parce que Rossi fait 2. Ah oui, évidemment. C'est tout. Non mais la course en fait, je ne spoil rien, on ne dit rien. Pour l'instant. On en parle après. Ouais, on enregistre avec une petite semaine de délai puisque on a quand même mis en boîte la semaine dernière 2 beaux hors-série. Donc le premier au French Superbike à Carole où on a eu le plaisir d'interviewer pas mal de pilotes, et le second avec Rémi Guyot. Donc on vous invite à les écouter. Avec Rémi, on a fait le débrief du deuxième tiers de la saison du GMT. En World Super Sport, et évidemment la préparation de la fin de saison avec notamment le Grand Prix de France qui arrive d'ici peu. On continue avec le Grand Prix du Royaume-Uni. Donc pour le gagnant des goodies, c'est David qui a gagné. Alors les goodies sont partis aujourd'hui, donc ça devra arriver très très vite. Alors évidemment il y avait tous les copains, il y avait Thium, PodCloud et évidemment la bécannerie pour quelques goodies sympas. Donc on va partir sur les news. Donc au niveau Moto 3, le Team Corsair, donc géré par Max Biaggi, qui fait courir Canet actuellement, va engager une seconde moto l'année prochaine et ils seront sur KTM. John McPhee prolonge en 2020 chez Petronas. En Moto 2, on a Aaron Canet qui monte en grade après 4 saisons en Moto 3 et va débuter en Moto 2 sous les couleurs du team Angel Neto pour l'année prochaine du coup. Un temps pressenti chez Pramac en MotoGP, puis chez Petronas en Moto 2 avant le veto de Yamaha. Voici que Alex Marquez prolonge chez Marc VDS pour 2020. Pour le coup, ça fait vraiment un cinquième rang du carrosse, quoi. J'ai envie de dire que je serais Marc VDS, je l'aurais un peu mauvaise. T'aurais pas signé le pépère ? Bah non, forcément, il est très... On voit qu'il peut gagner le titre cette année. Il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas l'année prochaine, mais... Bah oui. Ouais. C'est vraiment le choix un peu le dernier choix, quoi. Bradley Smith va remplacer Pawi, toujours absent sur blessure, pour Petronas à Silverstone. Donc le pilote britannique aura roulé cette année en Moto E, en MotoGP en wildcard pour Aprilia, et donc en Moto 2. Il va manquer le Moto 3, quoi. Mais ouais, il peut pas, il est trop vieux. Mais il a tout tenté, il a tout tenté à ce qui paraît. Ah bon? Il a fait les opérations à la Iannone aussi. On a Steven Odendal et NTS qui se séparent avec effet immédiat après ce Grand Prix de Silverstone. Donc Odendal, on se souvient qu'il était blessé un peu beaucoup cette année, mais qui a quand même roulé et n'a toujours aucun point. Donc c'est Simone Corsi qui est récemment séparé lui du team Tasca, qui est annoncé pour le remplacer au moins pour Misano. On sait pas encore s'il le remplacera sur les Grands Prix suivants. On dirait une telenovela. C'est un peu les chaises musicales. Un peu ça. Ouais. Oui, mais il s'est remis avec Steven, alors qu'en fait, avec Chalet, ça n'était pas encore fini. Enfin bon. Mais Kevin n'était pas loin. Ah oui, lui, toujours dans les bons coups. Pierre, tu nous parles des news MotoGP ? Ouais. Donc on a Miller qui a enfin signé pour 2020 chez Pramac. A priori, il aura aussi une GP 2020, donc il y aura 4 Ducati GP20 alignés l'année prochaine sur la grille. Il paraîtrait qu'Avinti en réclame une aussi pour Rabat, pardon. Du coup, c'est le team qui aura plus de motos de l'année en cours sur la grille. Ils ont vraiment du budget et ça bosse à l'usine, j'imagine. Il va en chier de la pièce. Ouais. Et du coup, ça fait aussi qu'il ne reste que Taki Nakagami qui n'a pas confirmé pour 2020 sur la grille l'année prochaine. Ça devrait se faire, mais... Au Japon, normalement. Ouais. Donc, on a les pilotes d'essai de tous les constructeurs et Michelin
qui était le 19 et 20 août au Kimi Ring en Finlande pour découvrir ce nouveau circuit qui sera au programme du Continental Circus à partir de l'année prochaine. Ils ont roulé sous la pluie le lundi et sous le soleil le mardi, donc c'était idéal pour tester. Donc en vrac, on a noté une partie avec un dénivelé et le secteur 1 qui est rapide et sympa, avec des vitesses à plus de 320 km/h. Et le reste du circuit qui est jugé quand même très, voire trop lent. Une grosse partie se passe sur le rapport 1 ou 2. Donc ce serait idéal plutôt pour les Moto 2, Moto 3, mais un peu moins pour le MotoGP. Notamment Pirro s'en est plein, mais il y a pas que lui. Ils étaient tous plus ou moins les pilotes essayeurs un peu on va dire en dubitatif par rapport à cette partie du circuit. Mir, qui n'est toujours pas remis de sa chute à très grande vitesse lors des tests post-GP de Brno, sera remplacé par Sylvain Guintoli à Silverstone. Un retour à noter, donc notre Georges Laurent espagnol préféré fait son retour lui à Silverstone après sa très lourde chute à Assen. On verra tout à l'heure les résultats qu'il a fait. Moi j'avais une petite connerie à dire sur Kimi Ring là. C'est pas le seul circuit où c'est arrivé, mais j'ai l'impression qu'ils signent des pays et des circuits. Et après, ils vont voir si le circuit est correct. Je comprends pas trop le délire, là. Ils sont en train de chier sur le circuit, globalement. Non, non, mais ils disent qu'il est pas top, quoi. Ouais, mais ça, c'est les pilotes qui le disent. Bah, oui, non, mais c'est pas eux qui font l'homologation des pistes. Non, mais on est bien d'accord. Attention, je parle pas de sécurité ou je parle de si les pilotes, ils vont en moonwalk parce que ça les fait chier, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Normalement, ça devrait se voir en amont, cette histoire. Je pense que le tracé reçoit quand même une homologation en amont, ou une validation peut-être sécuritaire. Un droit de regard. Oui, t'as des grandes lignes. Tu peux pas venir avec un circuit de 800 mètres de long, ça c'est sûr. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que là, il est signé. La Finlande, elle fait partie du Continental Circus maintenant. C'est pas homologué. Ah, je croyais que c'était fait. C'est pour ça que j'étais un peu surpris. Ah non. C'est sous réserve. Ici, il y a le calendrier qui est tombé. C'est sous réserve d'homologation, mais il y a bien le calendrier. Oui, mais on est quand même encore sous réserve d'homologation, donc il y a une espèce de porte de sortie. Bon, attends, le truc, il y a de la terre partout autour. Ok, parce que je me disais, mais c'est marrant qu'ils te collent ça au calendrier et après ils disent, ouais, franchement, pour la sécurité, ça, de toute façon, j'imagine quand même bien qu'ils regardent avant de dire, oui, on va courir chez toi, ou genre, est-ce qu'il y a de la place dans les paddocks, ou est-ce qu'il y a un rond-point pour pouvoir y accéder. C'est SimCity, le machin. mais après, tu vois les pilotes qui commencent à couiner et probablement à juste titre. Je me dis ça fait bizarre, quoi. Mais peut-être que je rêve. Mais tu vois le fait que c'est trop lent et qu'ils passent tous sur la 1 ou la 2, ça va faire derrière tout le paddock, je pense. En GP, j'entends. Parce que ce que je me dis, c'est que ce genre de problème, tu peux pas le régler en déplaçant une chicane comme ils avaient fait. La Communauté de l'Arte une année à enlever et à remettre une chicane. A priori, ils peuvent peut-être rallonger peut-être une partie qui est un peu lente entre deux virages, je crois, pour passer au moins la troisième. Chicane. Ouais. Tu fais un virage rapide, puis tu raccroches une ligne droite. Ouais, mais... T'es ouvert, hein. Non, effectivement. C'est pas homologué, ça court pas. Ouais, en fait, je pensais qu'ils avaient déjà ficelé le bastringue et que... Parce que mine de rien, elle arrive vite la saison prochaine. Enfin, je veux dire, pour un circuit... pour se mettre en ordre de marche. Enfin bon, s'ils savent ce qu'ils font. Moi, en tant que sportif de canapé, j'étais un peu interloqué. De toute façon, la piste, ça va vite à numériser sur MotoGP. Mais oui, c'est vrai, tu fais clic droit, paste, hop, tu fais scale, CTRL Z, j'ai raté. C'est un peu ce qu'ils avaient fait avec la chicane à l'époque. D'ailleurs, pour rebondir sur le Kimi Ring, on peut parler du calendrier, vu qu'il est sorti. Je sais pas si vous l'avez sous les yeux. Moi, ce que j'ai noté, c'est que la Thaïlande s'incruste entre le Qatar et les Amériques. Ouais. Et l'Argentine arriverait 4e Grand Prix de la saison. Donc ça, c'est le gros changement l'année prochaine, quoi. On revient avec une tournée outre-mer à 3 dates, avec le Japon, Australie et Malaisie. Et effectivement, la Thaïlande, qui s'était mis un petit peu dans cette tournée, prendra une place plus tôt dans la saison. Du coup, on aurait 2 Grands Prix de Thaïlande quasiment à 6 mois d'écart. Celui de cette année et celui de l'année prochaine. Après, ils font les billets à moitié prix en 2020. Et puis, du coup, il y a bien la Finlande qui serait le 12 juillet. Et ça décalerait la République tchèque et l'Allemagne, je crois,
qui sera, au lieu d'être en juillet, passe en juin. Et puis voilà, parce que la République tchèque, ouais, c'est pas encore annulé en fait, c'est sous réserve d'un contrat signé avec la Dorna. Donc avec l'État tchèque quoi. avec donc, papa Abraham. Ah, c'est lui qui est venu sonner hier soir. Oui, c'est lui le promoteur des circuits, hein, donc après faut qu'il trouve l'argent, mais. Ah, c'est vrai que l'Allemagne est bien décalée là. Oui, parce que les Pays-Bas ils l'ont pas bougé, parce que traditionnellement c'est le dernier week-end de juin, voilà, donc c'est l'Allemagne qui a subi. Voilà, c'est ça. Ah non, mais il y a des grands prix qui bougeront jamais. Hein. Et c'est pas plus mal, hein, parce que voilà, ça fait un petit côté tradition. Hein. Exactement. Il y a quelques news en World Superbike, puisque Eugène Laverty, donc le pilote Ducati, a signé chez BMW pour l'année prochaine, donc en 2020, en remplacement de l'Allemand Markus Reiterberger, qui était vainqueur en Superstock 2018, mais qui n'a pas convaincu en Superbike, aux côtés de Tom Sykes, qui est lui un peu plus en valeur. Et surtout Ducati qui a annoncé l'arrivée de Scott Redding dans son team officiel en remplacement de Bautista, avec une équipe 100% britannique l'année prochaine, donc ça va être plutôt sympa. Donc il y a eu aussi un événement en Finlande les 17 et 18 août, et donc il y avait Maria Herrera qui était parmi une quarantaine de femmes donc, qui travaillent dans le milieu du sport mécanique, que ce soit auto ou moto, donc propriétaire de team, commentatrice et pilote, voilà. Donc je sais pas ce qui s'est dit d'ailleurs à ce petit séminaire. En tout cas, c'est un début, mais il s'est pas dit grand chose. C'est comment faire pour faire avancer l'image de la femme dans le sport moto, etc. C'était surtout des retours, je pense, de carrière, ou de comment il y avait Vanessa Guerra notamment également qui était conviée. Comment on construit une carrière quand on est une femme dans ce milieu-là, quoi. C'était un peu ça les débats. On va parler de la course Moto 3 et des qualifs, puisque c'est Toba, Fernandez, Sasaki et Vietti qui vont passer leur repêchage et qui vont courir en Q2. Et c'est Arbolino qui va prendre la pole devant Dalla Porta, Fernandez pour compléter la première ligne, et Sasaki, Antonelli, McPhee en deuxième ligne. Et on a Vietti, Ogura et Ramirez en troisième ligne. Donc pour parler de cette course, on a Arbolino qui va partir très bien avec Dalla Porta et McPhee un petit peu dans sa roue. Il y a un groupe de 6 pilotes étirés, mais pas vraiment détachés non plus du peloton, mais c'est une course un petit peu moins en paquet que d'habitude. On a Canet qui va chuter dans le 3e tour et qui va devoir s'employer pour limiter la casse au championnat. Donc il va remonter petit à petit au fil des tours, mais évidemment il va être très très loin. C'est Arenas qui avait tenté un inter un petit peu ambitieux, et qui va perdre l'avant et qui va l'emmener avec lui. Donc on a Fenati qui va sortir au 9e tour. Devant, rien n'est fait, ça court en paquet, alors ça se fait pas mal les freins entre donc Dalla Porta, McPhee, Arbolino, Ogura, Sasaki, Ramirez et Mazia, qui va faire une petite erreur et couper une chicane, je crois, peu de choses près à la mi-course. Et Dalla Porta va essayer de s'échapper sur les derniers tours et va entamer le dernier justement en tête, en espérant que la lutte derrière va lui permettre de creuser l'écart, mais c'est pas du tout ce qui va se passer, puisque c'est Ramirez qui va réussir le bon coup et qui va s'imposer devant Arbolino et Dalla Porta, justement. Donc on a Antonelli qui fait 4, Suzuki 5, Sasaki 6 et McPhee 7, Foggia 8 et Vietti 9. Canet réussit quand même à décrocher quelques points puisqu'il termine 13e. Alors c'était une course un petit peu particulière, un petit peu moins en paquet que d'habitude, j'ai tendance à dire, qui était très plaisante puisqu'il y avait certains pilotes, notamment les 2 pilotes japonais qui faisaient des freinages vraiment très très beaux. C'était vraiment une course assez sympathique, un petit peu différente des courses habituelles Moto 3. Et j'ai bien aimé. Vous avez vu ? J'ai remarqué que c'était parfois le Moto 3, comme au Tour de France, tu sais, c'est dans le dernier tour que tu tentes le coup de poker et des fois la meute tonique. C'est toujours le quand est-ce qu'il faut partir, ni trop tôt ni trop tard. Ah bah faut partir quand ça gagne. Hein. Voilà, c'est ça. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'était la tête de course. Franchement, c'était intéressant, ça jouait bien la gagne. J'adorais McPhee avec son casque drapeau écossais au Grand Prix de Grande-Bretagne. Ouais. Ça me fait vachement. Bon petit troll. Ouais, c'est un peu voilà. Je suis écossais avant d'être britannique. Allez, bim. Allez. Et puis Canet m'a impressionné parce qu'il chute, il baisse pas les bras. Il repart, ils sont plus de 30 en Moto 2, il repart dernier, et il arrive à remonter à la force des bras au 13e, à accrocher des points. Là, franchement, c'est une course au courage, c'était
assez beau à voir. Et j'ai bien et Ramirez qu'il a joué assez finaude, hein, parce que pendant toute la course je me dis bon, c'est Arbolino ou Dalla Porta à voir McPhee qui va l'emporter, et au final les 2 derniers tours il se place bien et c'est lui qui arrache la victoire, alors qu'il s'était contenté d'être dans les 5 premiers pendant tout le reste de la course, quoi. Ouais, c'était finaux, ouais, comme tu dis. Ouais. Il a bien flairé le coup, hein, parce que je pensais que Dalla Porta allait réussir à creuser l'écart, mais du coup non. Et quand il a vu que ça se regroupait, il est reparti par contre pour le coup tout seul, Ramirez, et ça a suffi. Ouais, derrière, parce qu'après ça s'est accroché, enfin ça s'est pas accroché, mais ça s'est bien battu, et donc du coup ils ont réussi à perdre du temps entre eux, et lui il a réussi à s'échapper, donc c'était bien vu. Exactement. Et je crois que c'est sa deuxième victoire de Ramirez de la saison. Alors que Tony Arbolino, il espérait rattraper son retard au championnat en arrachant cette victoire, quoi. Et ça s'est pas passé tout à fait comme ça. Ouais. On passe au Moto 2. Donc en Moto 2, en Q1, on a Schroeter, Binder, Lecuona et Manzi qui sont repêchés pour la Q2. Bradley Smith, lui, va faire le 11e temps de la session et partira donc 28e. Marquez fait la pole devant Navarro et Fernandez. Gardner sera 4, Vierre 5, Marini 6, Nagashima 7, Binder partira 8e et Lowe's 9e. Donc Alex Marquez va faire le all shot et tente de s'échapper, mais c'est sans compter Navarro qui lui prend bien la roue et ne le lâche pas. Rapidement détaché, derrière on a un petit groupe composé de Fernandez, Binder, Gardner et Nagashima. Après 4 tours, Navarro attaque Marquez et celui-ci réplique immédiatement. Malheureusement, en tentant de hausser l'allure pour s'en défaire, il va perdre l'avant et chuter. Navarro seul en tête ne tient pas du tout le bon rythme et Binder le rejoint peu à peu avec Fernandez accroché à sa roue. Ça va rouler bien et vite et Binder va réussir à passer Navarro à 7 tours de la fin. Malheureusement, son pneu arrière est à l'agonie et il rend un peu de lest à ses poursuivants. Navarro va reprendre le lead et Fernandez va aussi passer le Sud-Africain, alors que Gardner, dans son coin, revient sur eux à un rythme assez hallucinant en cette fin de course. Navarro-Fernandez se bagarre la victoire dans le dernier tour et Sam Lowe, lui, ne trouve pas mieux à faire que de chuter dans ce tour-là. Gardner a passé Binder et se voit déjà sur le podium. Brad Binder va finir 3e en arrachant le podium à Gardner dans les derniers virages. Et on a une victoire de Augusto Fernandez devant Jorge Navarro. Nagashima finira 5, DJ Antonio 6, Baldassare 7, Lutti 8 et Marini 9. Donc on a noté déjà les chutes de Marquez et les chutes de Lowe, donc ça fait vraiment année 2018. Hein. Ouais, ça fait un peu coup de vieux. Non mais c'est vrai que en tout cas la chute de Marquez c'est dommage parce qu'il voulait vraiment accroître son leadership et puis il était encore bien, hein, il roulait très très vite tout le week-end. Il s'est pas fait mal, c'était une petite perte de l'avant, il a pas su la rattraper. Faut juste pas que ça soit un engrenage dans lequel il rentre et qu'il fasse plus de chutes, quoi. Mais c'était pas une grosse erreur de sa part. Donc je pense que ce week-end on a eu le vrai alors, c'est ça? Ouais. Ah, c'est ça, le vrai Marquez. Ce qu'on a noté aussi, donc c'est devant, hein, la bagarre entre Navarro, Augusto Fernandez et Binder. Hein. Notamment la fin de course, mais même si toute la course n'était pas animée, il n'y avait pas beaucoup d'écart entre eux, donc ça restait assez excitant à regarder, quoi. Ouais, moi j'ai vraiment bien aimé la course de Binder. Après c'est dommage qu'en fin de course il en manque un peu, parce que c'était bien de le voir un petit peu devant. Il est en train un petit peu d'améliorer la tendance. Là c'était pas mal. Puis après Gardner c'est pareil, je trouve que c'est dommage parce qu'il était dans le coup, il était pas mal, il chute pas et puis il se fait un peu le dindon de la farce sur la fin de course parce qu'il fait 4 et bon c'est un peu dommage, mais bon il a besoin de passer par là je pense, parce que c'est pareil, c'est un pilote qui, sans chuter autant que ceux qu'on a cités précédemment, qui a pas toujours de chance. Et il faut qu'il fasse des 4e, des 5e pour que les podiums arrivent, je pense. Il en voulait beaucoup Gardner à Binder, hein, parce qu'ils ont joué des coudes à un moment donné. Ouais. Et après course, il dit la prochaine fois, il passera pas, quoi. La prochaine fois, il sera peut-être moins tendre. C'est aussi ça que je voulais dire quand je dis qu'il a besoin de faire des places de 4 pour faire des podiums plus tard. C'est que tu as bien besoin de... Une fois que tu te fais avoir, le prochain coup, c'est toi qui va rendre les coups, quoi.
Bah c'est ça, mais je pense qu'il s'attendait pas à ce que Binder, une fois qu'il l'a passé, revienne alors qu'il avait des difficultés avec son pneu et le dépasse dans les derniers virages. Il a pas été assez attentif à ça et oui, il s'est fait avoir comme un bleu presque. Ouais, mais bon après, Gardner, c'est un pilote qui est en phase il a passé la phase d'apprentissage et là il est en phase de montée en puissance. Donc là il est en train d'apprendre ce que c'est que de jouer devant, enfin que de courir devant. Donc bah voilà, là pour le moment qu'il y a les carottes, c'est lui qui les mange quoi. Donc c'est ça. dans une ou deux saisons, c'est lui qui les distribuera quoi. Voilà. C'est la logique des choses. Ouais, non, c'est vrai qu'il monte en puissance ce pilote. Ouais, donc, clairement. On le reverra. Passe au MotoGP ? On a fait le tour ? Non, mais oui, tout à fait. Les gros se sont bien amusés dès la Q1 parce que ils avaient réussi à emprisonner Dovi et Rins dans la dite Q1 et donc ces deux loustiques-là s'en extirpent logiquement. J'appelais ça la Q1 un petit peu piège à con et sachant que bizarrement Lorenzo est avant-dernier de la Q1. Donc. Ça. Q2, c'est deviner qui c'est qui fait la pole, deviner qui c'est qui nous pourrit notre jeu à chaque coup quasiment. Quand c'est pas Quartararo, c'est Marquez. Voilà, Marquez encore. Hein. Mais alors, Rossi le second, vous avez vu ça, hein? Pour un gars qui est pas des qualifs. Miller 3, il continue de faire honneur à son contrat renouvelé. Et Quartararo, dont je viens de parler, il n'est entre guillemets que 4, mais parce qu'il a eu un souci de gommard, il a dû tourner avec un pneu qui était pas celui qu'il voulait. J'ai pas tout compris, mais a priori ça s'est joué à la gomme quoi. En même temps 4 c'est pas infamant. C'est un peu plus vicieux que ça dans le sens où il était 4ème et je crois qu'il a dû rentrer au stand suite à un voyant sur le tableau de bord. Il a eu une alerte au niveau moteur. Et il a dû rentrer quand il est ressorti avec sa deuxième moto, c'était plus compliqué. Effectivement, là, il n'avait pas les pneus pour aller chercher la pole. Hashtag complot. Oui, bah, il a eu un mapping 8, le gars. Mais direct. Complot. Coïncidence, je ne pense pas. En sachant qu'en plus, c'est dans la perfide Albion, je suis sûr que c'est encore un coup les Anglais. Ouh. D'ailleurs, il y a guère que les Anglais pour nous foutre le Moto 2 après le Moto GP, ou j'ai rêvé? Et mais en fait, ils ont laissé 14h. J'y vois un complot quand même. Ah oui, à cause du décalage horaire. C'est 14h ouais, local. C'est ça. C'est le décalage horaire, c'est pour que les continentaux comme nous aient toujours un bon horaire. Les gens bien, quoi. Oui, les gens normaux. Oui, ouais, les gens... Alors, la course, dès le début, gros carton, il y a un internaute très avisé qui a dit que la course a duré 100 mètres. N'est-ce pas, Pierre? Oui, oui, c'est ça, après c'était fini. Je veux dire, le drapeau rouge, neutralisé. C'était fini à 80%, et puis quand c'est un autre Français qui est tombé, c'était fini. Quoi, oui, c'est ça. Non, alors, pour les gens qui ne s'en souviendraient pas ou ne l'auraient pas vu, mais faut déjà être cintré pour compter sur CQEP pour faire la course. Hein. Surtout que c'est moi au micro. Non, plus sérieusement, au deuxième virage, hein, c'était un droite, Quartararo perd l'arrière. Alors on a cru à une sorte de high side, c'est un peu plus, enfin c'est du high side, mais c'est dû au fait qu'il a dû éviter un autre Lascar qui avait glissouillé sur une, je sais même pas si c'était pas Rins d'ailleurs c'était Rins, une petite virgule. Une petite virgule sur du mouillé. Mais alors, en fait, ce qui est très très vicelard et ce que le commentateur, je crois que c'est De Pugnet qui expliquait ça, c'est qu'il a lâché brutalement les gaz et l'antipatinage s'est trouvé un petit peu pris en défaut. Et soit à la remise, soit au fin du lâchage, pour une raison que j'ignore, et ça a bloqué l'arrière, et donc il s'est fait un high side. C'est pas un high side classique, mais le résultat est le même. Alors, le résultat est le même, certes, mais en plus, sa moto dérivant vers l'extérieur de la piste, Dovi ne peut pas l'éviter, et il roule littéralement sur la Petronas. Mais bon, c'est pas comme ce qu'on avait vu en Moto 3, le petit saut façon motocross et je me remets, non. Ça ne l'a pas fait. Donc les deux tombent. La moto de Dovi, qui est pleine d'essence, vu que c'est tout début de la course, se prive pas pour s'embraser. On a surtout eu peur pour les deux Lascar, parce que surtout Dovi, il était bien sonné. Ouais. Quartararo, on a vu qu'il fonctionnait, mais bon,
était pas non plus au top. Et il me semble que Dovi, après examen, il s'est tapé genre, il a été à l'hosto, mais il s'est tapé la petite perte de mémoire qui va bien. Enfin donc, c'était pas innocent quoi. Hein. Ah non, parce qu'il retombe sur le casque, hein, donc... Ouais, c'était vilain. Alors bon, ça c'est pas cool. Et pour finir sur cette espèce d'exégèse du pseudo Highside, c'est que comme ils sont dans le premier tour, ils sont en 2 et pas en 3 à cet endroit-là, et donc le frein moteur est beaucoup plus virulent. Ce qu'expliquait De Punier, donc ça peut aussi, ça ne lui serait peut-être pas arrivé en course, tu vois ce que je veux dire, s'il avait été à rapport plus haut. C'est pour ça, parce que l'anti-patinage ne fait pas tout, quoi. Il peut, ou alors s'il fait tout, t'avances à 20 à l'heure tout le temps, quoi. Donc c'est toujours un problème de réglage. Voilà, on a fait un peu les piliers de bistrot de pourquoi Quartararo est tombé. Alors pourquoi je fais long aussi là-dessus, c'est que il y a eu un petit côté soporifique, pas toute la course, mais de cet incident-là à quasiment 3 tours de la fin, ça a été Marquez et Rins en tête, et Papy Rossi qui arrive pas à tenir et qui recule inexorablement. Donc à mon grand dame, et il se fait même passer par ce chenapan de Viñales au bout de 6 tours. Bon, ce qui montre quand même que les Yams sont pas trop mal. Pour une fois qu'il n'y avait pas Quartararo pour mettre la misère à tout le monde, c'est Rossi qui a fait illusion un peu, mais mine de rien Viñales qui s'est pas trop bien débrouillé au départ, mais c'est plus vite refait que d'habitude. Il a réussi à trouver un rythme plus tôt. Ouais, ce qui finalement lui a bien servi. Ce qu'on notera aussi, effectivement, c'est la vraie fin du GP pour les francophones et francophiles. C'est Zarco qui strike Oliveira au tour 8. Alors ça a fait parler cette histoire parce que déjà la manœuvre, on pourra la qualifier d'optimiste, hein, parce que il rentre dans une porte qui n'existe pas ou qui allait se refermer en courant d'air obligé, quoi. Parce que Oliveira fait bien qu'il aille quelque part sur ce move-là, qui est un gauche. Zarco dit on avait déjà fait des trucs comme ça aux essais. Et bon, il m'a pas vu. Bah oui, forcément, si tu viens de derrière en biais, il te voit pas. Hein. Bon, voilà. Après, je vais pas charger ce pauvre Zarco parce que je doute qu'il ait fait un assassinat vraiment ce près. Mais bon, il s'est vu trop beau. Et nous avons le duo des inséparables, littéralement, Marquez et Rins. Et ce qui est agréable, c'est de voir Rins coller le train à Marquez, parce que ça veut dire qu'il y a du répondant et il y a pas de la baston, mais le fait rien que déjà que Marquez s'envole pas, c'est assez rare pour être souligné. Et Rins confirme son potentiel. Mais on s'enquiquine un petit peu devant ce spectacle, sauf que dans les 2 derniers tours, c'est finalement Rins qui fait le vieux briscard, parce qu'il attend les 2 derniers tours pour attaquer Marquez. Je pense qu'il voulait pas s'épuiser à se faire chasser par Marquez. Première fois que Rins passe, il semblerait que ce soit entre guillemets exprès pour que Marquez l'observe un peu, mais il le repasse. C'est vrai, c'est pas vrai. Enfin, moi, je répète ce que j'ai entendu de la part des commentateurs, mais s'il avait voulu vraiment observer Rins, il aurait fait un tour derrière. Pour le coup, là, il a fait quelques virages derrière, il est repassé. Et alors, avec ces petites passes d'armes-là, il y a Viñales qui recolle, et il y a eu une sorte de suspense jusqu'à la fin. Va-t-il vraiment pouvoir se mêler à la baston? Bon, ça ne fut pas le cas, mais il est recollé au duo infernal. Et Papy Rossi fait le taf en restant 4 quand même, il se fait pas bolosser par d'autres. Mais j'en viens au virage de la fin. C'est vraiment des suspens de la mort entre Dovi qui fume Marquez au GP d'avant. Là, dans l'ultime virage, Rins fait l'inter, et pour rembobiner un petit peu, il faut savoir qu'au tour d'avant, il avait tenté un exter à l'ultime virage avant la ligne d'arrivée, mais Marquez était sorti surprenamment large. Moi, je dirais plutôt qu'il l'a violemment tassé sur les vibreurs. C'est comme ça que je le vois. Hein. Après, c'est pas de l'anti-marquezisme. Hein. Enfin, violemment. Quand tu sors large comme ça, c'est pas innocemment. Ben voilà, c'est un peu ce que j'ai pensé. Mais bon, après, ça restait dans la course, donc bon, ça passe. Et en fait, ce diable de Rins
dans le tout dernier virage du tout dernier tour, il fait l'inter et il se trouve que Marquez était déporté pour fermer la porte de quelqu'un qui aurait fait l'exter. Donc et voilà, alors c'est un peu comme tu sais la feinte en basket quoi, gauche droite, hop, non j'y suis plus. Et ouais, donc après s'être fait tasser, on peut pas savoir s'il a fait exprès de faire exter puis inter, mais au moins il a dit mais j'étais surpris qu'il fasse l'inter si serré quoi. Enfin et surtout que ça à la réaccélération il gagne pour quelques millièmes, j'ai plus le nombre de millièmes mais photo finish 13 000. Tu sais, quand ils sont en phase de réaccel avec leur moulin de Maboul, ça se joue tellement. Mais là, je sais même pas à quoi ça peut se jouer. C'est comme quand au 24 heures du Mans, il se double encore dans le dernier tour, quoi. Là, c'est tellement pouillamesque. En tout cas, bravo Rins parce que. Mais déjà, il a tenu le rythme. Il est pas allé la chercher comme ça sur un coup de malentendu. Hein. Il a tenu Marquez tout le temps. Et surtout, il l'a feinté, alors que Marquez est un vieux goupil aussi. Donc, moi, j'étais assez ravi de ce dénouement, parce que c'était le seul truc bien qui aurait pu arriver suite à ce GP. Un petit peu taciturne et surtout émaillé de la chute de Quartararo. Donc, nous et nos peintures bleu, blanc, rouge sur la tronche, on était gros gens comme devant. Et quid de vos réactions devant ce GP ? Ouais, très déçu que la course se termine aussi rapidement pour Dovi et pour Fabio. Carrément, Fabio avait le rythme tout le week-end pour aller chercher un podium, voire plus. Hein. Dovi avait, je pense, pour mission, encore une fois, de limiter la casse au niveau des points. Il avait peut-être pas le rythme sur la course, mais peut-être qu'il aurait pu prendre la roue de Marquez et s'accrocher à lui comme il avait su le faire déjà, éviter de le laisser partir, quoi. En tout cas, Rins a fait ce rôle-là et l'a bien fait. Donc ça, c'est vrai qu'heureusement qu'il y avait eu la course de Rins qui a été hallucinante. Moi, j'ai surtout bégayé quand tu vois la facilité qu'il a au milieu du virage pour faire tourner la moto, avec quelle fluidité et quelle vitesse il y arrive. Alors que Marquez, c'était là où il perdait toute sa vitesse de passage, quoi. C'était pour faire tourner sa moto. Et donc ça c'était bien. Après on voit que les Yamaha elles progressent, hein, parce que effectivement même si Fabio est tombé, on peut noter je sais plus combien ils ont fait, mais Rossi, Vignales et Morbidelli ils ont plutôt bien roulé, même s'ils étaient détachés des deux devant. Je crois que j'ai noté le premier top 10 de Iannone. Donc moi je suis content pour lui. Son premier top 10. Du coup il s'est offert des vacances le coquin. C'est ça, ouais, il était invité au Festival du film de Venise. Ah bon. Bah tiens. Ah voilà. Ouais, pas de Grand Prix, donc autant y aller. Hein. Exactement. Puis qu'est-ce que je voulais dire, Lorenzo, c'est compliqué. Hein. Apparemment, en plus, il a aggravé son problème de dos, quoi. Il est revenu un peu vite. Ah parce bon au test post-GP, il a pas roulé le deuxième jour à cause de ça. Et là, il est incertain pour Misano, à ce qui paraît maintenant, quoi. Oh lolo. Ouais, ça sent la clinique des sapins verts. Hein. C'est un peu le Neymar de la HRC, quoi. C'est ça. Quoique Neymar, après... moins cher. Ouais, non, mais bon, il le paye cher et il a des pépins physiques. Bon, après, tu peux pas blâmer les gens d'avoir des pépins physiques, mais c'est la loose, quoi. Ouais, carrément. Et concernant l'exter de Rins puis l'Inter, en fait, il me semble, alors je sais pas, il voulait absolument doubler Marquez sur ce dernier virage de l'avant-dernier tour, parce que lui, il croyait que c'était le dernier tour. Il croyait carrément? Que c'était ouais. Il croyait que c'était le Damier. Ouais, il croyait que c'était le Damier, donc c'est ce qu'il a dit après la course. Et du coup, en fait, pour lui, il fallait absolument tenter quelque chose. L'Inter, il pouvait pas le prendre, il y avait Marquez, donc il a tenté l'exter. Mais peut-être que du coup, Marquez a cru que au tour suivant, Rins tenterait aussi l'extérieur, alors qu'il a tenté l'intérieur. Peut-être qu'en fait, ça fait de l'intox dans la tête de Marquez qui n'était pas forcément c'était de l'intox involontaire. Alors, ça me sidère que Rins ait pu croire. Mais tu me diras, quand ils sont en baston de chien, tu peux pas toujours tout maîtriser, quoi. Ça les rend un peu humains de pas savoir que c'est pas le dernier tour. Ouais, parce que peut-être qu'à force d'essayer de lui mordre le gommard arrière, il était pas au fait du panotage ou je sais pas quoi. Enfin, en même temps, on avait bien vu Marquez se faire avoir avec les pneus à Phillip Island une année. Hein. Et ton avis, Cyril ? Ouais, pour revenir sur Lorenzo,
quand même, il en a pris plein la tête par les petits copains, enfin par 2 petits copains qui ont l'habitude d'avoir la langue bien pendue par Miller et Crutchlow, qui lui ont taillé un petit costard en parlant de ses vacances un petit peu longues, enfin de sa convalescence un peu longue. Ça fait marrer, mais... C'est déplacé. Je trouve que quand il s'agit d'une blessure, c'est pas forcément... Autant qu'Ivan Iannone, ça me dérangerait pas, mais qui s'attaque Lorenzo parce qu'il est un peu long à revenir de blessure. Il y a que Lorenzo qui connaît la gravité, et ses médecins qui connaissent la gravité de ses blessures, quoi. Ouais, après, il commence à y avoir des difficultés, ouais. Ça m'embête de le défendre, mais on se souvient qu'il s'était pété une clavicule et qu'il était revenu après s'être fait foutre une plaque, et il avait fait soit podium, soit des gros points. Ouais, il fait 5 ou 6, ouais. Enfin, des gros points par rapport à piloter avec une main, quoi. Parce que c'est comme ça, enfin, je veux dire, quand tu fais des freinages, t'as un peu besoin de tes bras et du haut du corps, enfin, je crois, hein. Et oui, donc j'aime pas bien Lorenzo le personnage, mais quand tu te niques des vertèbres, c'est déjà bien que tu puisses remarcher. Bon, c'est mon avis. Après, bon, après moi j'aime bien aussi me foutre de sa gueule parce que il a un petit côté comment dire vantard, hein, parce que voilà, notre only great rider, ou je sais pas quoi. Mais bon, faut séparer les choses là d'un point de vue santé. Bon, fait ce qu'il peut. Il y avait ça, et bon, pour revenir à Rins, moi j'ai vraiment trouvé ça très très chouette. Après, j'avais pas trouvé l'info comme quoi il s'était trompé d'un tour, mais j'ai trouvé que la plongée à l'intérieur dans le dernier virage, c'est vraiment énorme, parce que tu vois que c'est ce qu'il cherche à faire, qu'il bascule très très tôt la moto, et que quand il remet l'accélérateur, il y va très très fort. Après, la manœuvre de Marquez sur l'avant-dernier tour... Ouais, c'est pas un attentat, mais non, c'est pas un attentat, mais il c'est sait autoritaire, très bien que le gars est à l'extérieur, et lui il va chercher le vibreur, donc forcément il va mettre l'autre à minima dans la partie verte de la piste. À maxima, il lui refait il fait une Rossi argentine, quoi. Ouais, sans les pieds, mais... Bon, là ça passe, et en plus il se fait avoir sur le dernier virage, donc j'ai tendance à dire c'est une belle monnaie de sa pièce. C'est le karma. Mais s'il sort Rins et que Rins finit dans l'herbe, là il va encore passer, il va encore se plaindre, il va encore pleurer qu'il se fait siffler, quoi. Moi ça me dérange pas, hein, je trouve pas que la manœuvre soit belle. Après le truc, c'est et quand il a fait en un plus... dernier tour complètement défensif. Et ça, je trouvais ça, c'était super moche. Il élargissait toutes les trages pour pas se faire niquer. Rins l'a très bien vu, et il s'est dit de toute façon, Pépère, je vais te la mettre à l'envers dans le dernier virage. Et 13 millième, bon, ça aurait très bien pu ne pas passer, mais je suis bien content que ça passe. Après, je fais de l'anti-Marquez peut-être, mais je fais surtout du pro Rins. Ouais, surtout ça, ouais. Pareil. Après, c'est pas sûr qu'il se soit fait siffler. C'est des Espagnols, mais... Non, mais je te dis, c'est surtout... Je te dis se faire siffler d'une manière générale. Là, il s'est pas fait siffler à Silverstone. Mais la manœuvre qu'il fait sur Rins, ils sont quand même en sortie du dernier virage, ils sont quand même à un moment rapide du circuit. Si Rins, il accroche mal, il finit dans l'herbe et il finit dans le mur. Ouais. Enfin voilà, quoi. Je veux pas faire du fatalisme tout le temps, mais c'est pas une manœuvre que je veux voir. Pour moi, ça, c'est du même niveau que ce qu'a fait Biaggi à Rossi il y a une grosse, enfin il y a quasiment une vingtaine d'années avec le coude. Bon, après, voilà, Rins il a de la maîtrise et de la chance pour rester en piste. Moi, je trouve que c'est passé un petit peu inaperçu parce que peu de gens ont relevé la manœuvre. Mais il sait très bien que Rins est à l'extérieur, et donc il lui laisse pas le choix. Ah ouais, moi j'ai trouvé ça assez sale. Et puis je me suis aussi fait la réflexion que il a pas besoin de faire des trucs comme ça, Marquez, parce que c'est pas comme si c'était. Et déjà, ce serait pas beaucoup plus excusable si c'était le mec qui joue la course de sa vie, mais. Tu pourrais un peu mieux le comprendre, le semi-pétage de plomb, mais là, Marquez, tous les commentateurs sont d'accord pour dire qu'il sait ce qu'il fait, il maîtrise jusqu'au dernier demi-degré d'inclinaison machin, il freine comme un ouf. Donc ce qu'il fait là, évidemment qu'il le fait exprès.
C'est pas interdit, sinon il serait fait avoir par la direction de course. Mais bon, on était sur le fil de ce qui est faisable. Et moi, j'ai pas aimé non plus parce que, encore une fois, il en a pas besoin de ce genre de blague. Il a pas besoin. Je pousse un peu le bouchon. Enfin, moi, j'ai trouvé que ça se voyait. En gros, ça se voit. Il serait malin, il ferait des trucs qui se voient pas, mais qui sont un peu salauds comme ça. Un peu, en fait, finalement, du temps où Rossi faisait des dépassements, désolé, hein, mais. Non, mais un bloc pass. Tu sais, gêné quand tu passes, ça, c'est pas pareil que d'élargir comme un goret. Ouais. Si tu veux des block pass, il en a fait tout le dernier tour. Donc, si tu veux voir comment bien faire un block pass, tu regardes son dernier tour, il a fait que ça, où il rentrait très très lentement et il se sortait super large de manière à éviter que Rins se puisse passer. Bon, voilà, après c'est comme ça, quoi. Moi, sinon, ce que j'avais noté, sur Yamaha, c'est un beau tir groupé avec Vignales qui est pas très loin, mais il profite du duel en tête dans les derniers tours pour recoller. Sinon, il est à 2 secondes et demie, je pense. Et puis, Rossi 4ème à 11 secondes. Donc oui, 3, 4, 5, c'est bien, hein, mais c'est encore trop loin. Hein, donc, c'est en demi-teinte, mais vraiment, quoi, parce que t'es content qu'il soit pas au fond du classement, mais en gros, par contre, si on veut prendre le verre à moitié vide, on en est rendu à ça, quoi. C'est-à-dire que tu fais la fête quand tu fais 3, 4, 5. Pareil, je suis un peu dur avec eux, mais ça m'ennuie, quoi. Ça m'ennuie. Je suis pas d'accord avec vous dans le sens s'il y aurait eu Fabio, il aurait joué le podium. Ah oui, non, mais je te parle des bleus, les bleus, ceux qui ont l'argent et les pilotes soi-disant meilleurs. Là, effectivement, Quartararo leur met des grosses misères, hein, que ce soit en qualif ou en course, en général, je veux dire, hein, pas que sur ce GP-là. Mais ils vont progresser, là ils progressent déjà par rapport au début d'année, vous pouvez pas dire que... Mais là c'est de la pitié littéralement de dire ça, c'est ce que je veux dire. Moi je suis toujours sidéré que Petronas leur mange la soupe sur la tête. Enfin c'est pour moi qui est en haute estime, et encore ça dure, hein, le team Yamaha, eu égard surtout à leur passé, hein, je me dis waouh... Ton team, je sais pas, est-ce qu'on peut parler d'un team satellite? Oui, c'est un team satellite, Petronas. Oui. Enfin, en tout cas, un team indépendant, entre guillemets. Oui, c'est satellite. Ouais. Et donc, qui s'est formé cette année dans le rush en plus, quoi. Un peu. Ok, il y a du pognon, il y a des gars super forts, il y a Zielenberg notamment. Ouais. Puis il y a déjà une présence dans les catégories inférieures depuis plusieurs années, donc c'est pas oui, clairement. Mais je sais pas de combien de pourcents ça dépasse les objectifs qu'ils avaient essayé de se fixer, Petronas. Pour Morbidelli, je sais pas si ça les dépasse, mais pour Fabio, c'est bien plus que ce qui était attendu. Ouais, clairement, puisqu'il visait quelques top 10 dans la saison. Donc, Et c'était le titre de meilleur rookie qu'il visait, c'est quasiment acquis pour lui. Là, il a carrément fait des podiums, des pôles, je pense que... Donc c'est quand même lui qui démontre que la YAM est pas morte, quoi. Non mais ça, on en est à ça, quoi. Ça m'attriste un petit peu. Ouais. Je fais mon droupie, excusez-moi. Non, pour continuer dans les déceptions, moi c'est Petrucci qui a toujours du mal qui a toujours pas démarré sa deuxième partie de saison. J'aurais tendance à dire. Bon, là, après c'est pas un circuit où la Ducati est au mieux, mais il est 7ème. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu aux avant-postes, que ce soit en qualif ou en course. C'est un peu dommage parce que c'était bien parti. Il y a eu des bons résultats et une prolongation. Et depuis, ça manque de mordant, quoi. Comme je l'ai dit pour le précédent épisode, il était assez proche du chef de presse Ducati qui est décédé juste avant le Grand Prix de Brno. Donc ça l'a assez marqué. Il y avait du coup l'enchaînement Brno Autriche Spielberg qui a joué et franchement oui il était pas dedans. Là il a pas fait une bonne course mais il finit 7 et il est parti plus loin je crois. J'ai plus ça sous les yeux. Clairement, il est pas au niveau de ce qu'on attend de lui, hein. Il y a pas de souci là-dessus. Il me semble qu'il fait plutôt un bon départ, et puis après, ça se tasse, quoi. Il est pas dans le coup, il est pas montré à la télé, il est pas dedans. Mais par contre, par rapport à Jack Miller, tu vois, je trouve qu'il finit devant. Ouais. Ils ont la même moto. Il part depuis la première ligne. Donc, clairement, Jack Miller a vraiment pas fait une bonne course.
Petrucci, il n'a pas fait une bonne, mais pas une mauvaise non plus, quoi. Ouais, Par limiter contre, la casse. c'est sûr que c'est en dehors des attentes, quoi. D'un team officiel, tu peux pas te contenter régulièrement de la 7e place, notamment avec des rookies devant, des teams satellites, etc., quoi. Et puis ouais, je note une bonne 12e place pour Guintoli quand même, qui remplace Mir sur cette course. Bah, il a tenu largement son rang de pilote test. Et ouais, parce qu'il est quand même devant des pilotes qui roulent régulièrement sur tous les circuits, quoi. Donc lui, il a pas le rythme pour rouler une vingtaine de fois dans l'année. Et quand il vient, il fait une 12e place sur un circuit, je pense qu'il connaît puisqu'il est de là-bas. Mais ouais, c'est bien pour un pilote essayeur quand t'as ta chance comme ça de montrer que t'es là, que t'es au niveau, quoi, que t'as la vitesse pour mériter ta place. Donc moi je trouve que c'est vraiment bien qu'il puisse continuer à montrer ses qualités, quoi. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. On parle de Lorenzo qui finit aussi dans les points, 14e, 2 points. Ouais. C'est pas... Ouais, non. Bon. À 56 secondes du premier, donc presque à 1 minute. Non. Dans le sens où il est allé au bout, quoi. S'il fallait finir la course, il l'a fini, il a fait son job, quoi. Ouais, Lorenzo, ça va être compliqué. Il faut voir... sa fin de saison, elle s'annonce galère. Il va continuer à galérer. Là, ça devient un calvaire. C'était un calvaire pour Zarco, qui a été obligé de prendre une décision qui n'engage que lui. Là, Lorenzo, physiquement, ça se voit que c'est compliqué pour lui. Ouais. Donc, carrément. j'ai peur pour lui dans les courses en Asie, parce que c'est quand même des courses qui sont éprouvantes physiquement, de par le climat, notamment en Malaisie. Et qui s'enchaînent, donc en plus du déplacement en avion, il va galérer, le pauvre pépère. Mais bon, après voilà, après c'est lui qui est sur la bécane, il est grand, hein, mais et en plus tu te prends des cartouches par les copains, franchement c'est pas cool. C'est sûr, l'ambiance, quoi. Et ouais, j'ai noté aussi que Aleix Espargaro, il abandonne dans le dernier tour. Ouais. Sa moto s'est arrêtée. Ah. Voilà. Donc, plus d'essence. Non, mais on sait pas. Apparemment, c'est un problème technique, hein. Et c'était déjà un problème qui lui arrivait le vendredi lors des essais libres. Deux moteurs qui lâchent le même week-end. Il était vraiment furieux. Ouais, c'est pas un team. On va parler des essais après à Misano, mais c'est pas un team qui marche sur la tête. Ce team Aprilia. Pas être capable de foutre des moteurs, ce qui est quand même le cœur de ce type de compétition. Moi, je sais pas. Non, j'ai jamais réussi à vraiment cerner Aprilia, parce que quand même sur certaines courses ils arrivent à être là, sur d'autres ils sont complètement transparents. Il y a aussi à côté de ça énormément de problèmes techniques, comme on l'a vu ce week-end. C'est difficile de voir sur l'investissement à long terme du constructeur italien. J'ai l'impression que ça progresse, mais pas de manière assez régulière et assez nette. Des fois, tu vois, là encore, Iannone fait un chouette top 10, mais à côté de ça, Aleix pète le moteur 2 fois dans le week-end. C'est sur courant alternatif. C'est un jour ça va, un jour ça va pas. C'est encore des teams, mais comment ça doit être la misère d'aller là-dedans. Mais bon. Je pense que c'est la solution de dernier recours pour certains pilotes. Espargaro, il y est depuis un petit moment quand même. Hein. Ouais, mais de toute façon, personne d'autre ne le sollicite. Est-ce qu'il cherche ? Je sais pas. En tout cas, il a annoncé que si ça continuait comme ça, il était pas sûr de renouveler son contrat après 2020, quoi. Donc il pourrait prendre sa retraite. Il s'arrêtera et puis voilà. Non, mais bon, voilà, faut voir qui est passé par Aprilia sur les années précédentes. Hein. La première année, il y a eu Melandri qui a fait une demi-saison. Après, ils ont été chercher Bradle. Après, ils ont récupéré Bradley Smith. Enfin, ça. Ouais, c'est. Ouais, mais est-ce que c'est les pilotes qui sont sur la pente descendante, donc ils font pas progresser le team, ou est-ce que c'est le team qui accélère la déchéance des pilotes ?
Bah, il y a de toute façon une part des deux, hein, c'est-à-dire quand tu vois, surtout les pilotes qui sont sur le paddock tout le week-end, ils voient très bien ce qui se passe en piste avec une bécane comme Espargaro. Quand tu vois que le mec, la bécane s'arrête le vendredi, que le dimanche ça remet ça, que ceci, que cela, que machin, bah, ça donne pas envie d'y aller. Hein, donc qui c'est qui va y aller, c'est les seconds couteaux, et c'est pas comme ça. Après, c'est un cercle vicieux. Hein. La moto, je pense que de base, elle est pas mauvaise, mais elle manque énormément de fiabilité, donc il manque d'essais. Il manque certainement de moyens pour faire des essais sur le long terme, ça c'est possible. Et parce que Bradley Smith, quand il est venu faire 2-3 wildcards, c'était pas catastrophique, quoi, c'était pas honteux. Mais je pense que ouais, pour emmener la bécane à la fin d'une course, bah faut compter sur beaucoup de chance. Et bah ils l'ont pas tout le temps. Il y a ça aussi, donc je pense qu'il y a un problème de fiabilité chez Aprilia. Bah, qu'on voit à peu près tous les week-ends, et de toute façon c'est pas en changeant les pilotes, quoi. On voit ça en concession aussi, donc effectivement. Non mais c'est bien, c'est représentatif. Non, c'est un troll innommable. J'aime bien les Aprilia. Bon, ils ont fait un V4 comme tout le monde, donc voilà, ils ont vendu leur âme au diable. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Eh ben on va faire un point championnat du coup. Vous avez plus rien à dire? Non, du mal, ça y est, j'ai dit. C'est bon. Alors, donc en Moto 3, on a Dalla Porta en tête avec 171 points, Canet deuxième avec 157, Arbolino troisième avec 133. En Moto 2, on a Marquez en tête toujours avec 181 points, Fernandez deuxième avec 146, à égalité de points avec Lutti pour cette deuxième place. En Moto GP, Marquez largement en tête avec 250 points, devant Dovizioso 172 et Rins troisième avec 149. Donc on a au championnat Quartararo qui est 8ème, premier rookie avec 92 points et deuxième indé, 2 points derrière Miller, et Zarco est 18ème au championnat avec 22 points. Tu voulais faire un point rookie de l'année, Pierre? Ouais, en fait, parce que j'ai vu la course Moto 3 et c'est vrai que j'ai été assez impressionné par la course de Ayogura. Ouais. Qui était vraiment bluffant. Alors en fin de course il a lâché, mais c'était vraiment hallucinant ce qu'il faisait, quoi. Et du coup ouais, je voulais revenir sur les rookies en fait. Donc cette année en Moto 3 on a Celestino Vietti qui a pas fait une très bonne course à Silverstone, qui est en tête du classement des rookies avec 88 points. Donc Ayogura deuxième à 66 points et Errol Fernandez qui est également très bon, l'espagnol, 45 points. Donc moi mon petit favori de l'année, je me souviens, c'était Sergio Garcia, il est 4ème, et le tant attendu Canonchu, il est dans les limbes avec 4 points et la 6ème place sur 7 pour les rookies. Donc c'est fait un peu un flop par rapport à ce qu'il nous avait montré à Valence l'année dernière, en rapport avec le fait qu'il pleuvait, etc. Ouais. En Moto 2, donc les rookies se nomment le Rookie of the Year pour l'instant, c'est Enea Bastianini, donc il est en tête avec 74 points, juste d'une courte tête devant Fabio Di Gianantonio, 69 points. Nicolo Bulega, 3ème de ce classement avec 28 points, il est un peu plus loin. Donc Jorge Martin, 26 points juste derrière. Donc ensuite en MotoGP, donc tu l'as dit, c'est Fabio largement en tête, ça devrait le faire. Ensuite c'est Joan Mir, après Francesco Bagnaia et Miguel Oliveira, dernier rookie MotoGP avec ses 26 points. Ouais, c'est intéressant que tu aies fait un petit peu le point, parce qu'il y a deux choses que je voudrais partager avec vous. C'est déjà en Moto 2, on voit que les 3 premiers, c'est 3 Italiens, donc le team VR46 commence à payer, c'est-à-dire que quand les pilotes de Moto 3 montent en Moto 2, ils sont assez vite compétitifs. Enfin, ouais, ils sont pas mal, même si Bastianini est un peu loin au général, mais il se montre quand même. Et moi, ce qui m'étonne le plus, c'est en MotoGP, voir Oliveira si proche de Bagnaia en termes de points. J'aurais pas mis cher là-dessus. Tout ça s'explique que Miguel, même s'il fait pas beaucoup de bonnes performances, et un seul top 10, il est régulier, alors que Bagnaia, il a pas fini plus de la moitié des courses jusqu'à présent, donc tout est là, parce que clairement Bagnaia, il a le team et la moto pour même devancer Joan Mir, qui a priori est quand même plus en retrait en termes de performance pure, hein. Bagnaia, il roule très très vite, mais il finit pas ses courses, quoi. C'est ça. Au niveau des
point hors GP. De quoi est-ce que tu veux nous parler? Parce que là, il y a pas mal de monde qui est encore en vacances, notamment le Superbike, qui va reprendre la semaine prochaine à Portimao. On en a parlé avec Rémi Guyot dans le hors-série. Tu veux nous parler un petit peu du championnat d'Espagne? Donc en ESBK, on a Maximilien Kroger qui l'emporte encore une fois. Christophe Ponson lui finit 4e et Jérémy Garnoni de son côté ne termine pas la course. Au général, ils ont les deux premiers ont donc 19 points d'écart seulement, donc Kroger devant Ponson. Et Guarnoni est 11e avec seulement 27 points. À noter qu'il a pas couru toutes les courses, je crois, Jérémy Guarnoni. Et on avait aussi du British Superbike, donc les 16 et 18 août, ça se déroulait à Cadwell Park. Scott Redding fait une belle 4e place en course 1, mais voit sa course 2 ruinée par Andrew Irwin, qui le percute sur une attaque yanonesque. Andrew avait déjà fait chuter Redding à Silverstone plus tôt cette année, et même s'il vient s'excuser immédiatement, Scott semble à deux doigts de lui en coller une. Je sais pas si vous avez vu les images. J'ai pas vu, hein. Il est très très remonté. Scott Redding, c'est hallucinant. Ça se comprend aussi. Hein. Ça se comprend. Donc Josh Brook qui fait 2 puis gagne en seconde course, prend de l'avance au championnat où il passe premier, 12 points devant Redding. Donc c'est pour ça que Redding est pas content, c'est que son coéquipier lui passe devant au classement général. Le prochain round sera en septembre à Oulton Park. Du coup Redding doit être quand même un peu plus content avec la nouvelle de la signature chez Ducati World Superbike l'année prochaine, mais bon, il aurait bien aimé empocher, enfin c'est toujours possible, hein, mais le titre, je pense qu'il aimerait bien l'empocher en British, quoi. Est-ce qu'on a fait le tour? Ouais, à moins qu'on parle on en a pas parlé, mais des essais de Misano. On peut en parler, oui. Bah on a vu que Fabio t'es pas perturbé pour un saut de sa chute à Silverstone, hein. Il a été extrêmement rapide tout le week-end. Même en faisant un temps qui était à quelques millièmes du temps absolu, du record absolu du circuit de Lorenzo. Après, il paraît qu'il y avait des pneus un peu spéciaux que Michelin avait ramenés, donc ceci explique aussi cela. On a vu justement, moi ce qui m'a étonné, c'était d'apprendre qu'Aprilia n'avait apporté aucune nouvelle pièce pour ses essais. Grosso modo, Iannone et Aleix, ils ont juste dû se contenter de leur moto actuelle, d'essayer de s'améliorer là-dessus, mais pas possibilité de tester autre chose. On a vu que Dovi avait pas beaucoup roulé des 2 jours, pardon. Il va être encore chiffonné de sa grosse chute à Silverstone. Lorenzo également, c'est ce que je disais tout à l'heure, n'a roulé que le premier jour et encore, je crois que 4 tours avant d'arrêter. Et Zarco n'a roulé que le premier jour pour améliorer sa moto actuelle pour les réglages de la prochaine course à Misano, et n'a pas du tout roulé le deuxième jour sur la moto de développement 2020. Après je sais pas si c'était un souhait de sa part ou de la marque KTM, mais effectivement c'était bizarre de pas voir Zarco rouler, que KTM dise non mais on va pas faire rouler Zarco, il est plus avec nous l'année prochaine. J'aime pas trop cette je sais pas s'ils l'ont dit comme ça, ils l'ont dit comme ça. En gros c'était Zarco n'a pas signifié vouloir rouler avec nous demain, et nous on n'a rien à lui faire tester de nouveau sur sa moto, et sous-entendu il testera pas la moto 2020, quoi. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est toujours compliqué de savoir ce qu'il en est exactement, oui. Mais Pedrosa il a pas fait une mauvaise journée le lendemain. Non, ça non, mais bon, et on compare à qui Pedrosa, parce que Zarco, oui, c'est sûr Zarco il a roulé 15 jours, donc c'est facile de battre son temps le deuxième jour. Ouais, c'est jamais facile, mais dans le sens où Zarco il a fait le meilleur temps KTM le premier jour. Ouais, c'est vrai, ça oui. Après, ils ont tous battu le deuxième jour, donc difficile à dire. C'était le jour des pneus. Ouais. Bah ouais. Peut-être, non mais c'est ça. Bah oui, après, voilà, tu peux pas savoir. C'est dans ce sens-là où c'est compliqué. À savoir que c'est effectivement, de ce que j'ai lu, des pneus de développement pour l'année prochaine, et que ces pneus-là ne seront pas à Misano cette année. Donc... Du coup, on va voir pour Misano. Ouais, vivement la prochaine. Vivement Misano. Bah oui, c'est toujours cool Misano.
Oui, et puis c'est toujours cool de voir si Quartaro va enfin mettre sa pilule à Marquez. Moi, je m'enflamme un peu là. Ouais. Non, mais c'est excitant d'avoir un Frenchie. Ça l'était avec Zarco chez Tech 3, là ça l'est avec Fabio. C'est juste dommage qu'ils soient synchro inversés les deux Français, mais ça c'est le hasard. Hein. Ouais, après on a toujours la poisse avec les Français en Grand Prix. Voilà, c'est pour ça que je veux peut-être me taire. Bon, bande de jeunes, see you soon. Monsieur. Ouais. Allez, salut à tous. Tchuss. Ciao. Ah, c'est historique, hein, comme ils nous ont eu Jeanne d'Arc. Et comme dirait Jeanne d'Arc, vous ne m'avez pas cru, vous m'aurez cuit. Ça, on peut la couper, mettre. ça. Bah, un bêtisier. Tu la connaissais pas, Pierre? Non, je la connaissais pas. Oh Ouais, non. J'avais une chance que quelqu'un la connaisse. Bah, bravo. Tu pourras la propager comme ça. Ah oui. Le gars qui fera le montage, il va s'arracher les cheveux. Non, ça va, t'inquiète. Il en a plus beaucoup. C'est donc ça. Bon, on s'en fout. C'est le montage qui les fait tomber. On aura des casquettes CQEP d'ici là. Force de distribuer les goodies. Faire des bobs. Ah oui, des bobs, ouais, carrément. Des camelbacks de pastis.